décidé donc avec le cabinet Bignon-Lebray au département fiscal d'organiser un webinar sur l'actualité fiscale 2021-2022. Donc vont intervenir à ce webinar mes associés Pierre-Michel Scherer et Jérôme Granotier, ainsi que moi-même, François Vignalou. Et donc nous allons vous présenter l'actualité fiscale 2021-2022 qui n'était pas très riche ou peut-être pas très passionnante en ce qui concerne la loi de finances. Donc on a identifié quelques éléments de la loi de finances pour pouvoir vous les présenter. Et puis on a parti de faire un panorama également des grandes mesures législatives ou des jurisprudences importantes qui sont intervenues au cours de l'année 2021 et qui ont un impact au quotidien dans nos pratiques fiscales en matière essentiellement de fiscalité des entreprises. Donc, les thèmes qu'on va dérouler, c'est effectivement l'actualité fiscale telle qu'elle ressort de la loi de finances, mais on va également parler de management package, de déductibilité des charges financières. Sur ces deux thèmes-là, on a eu la jurisprudence qui a beaucoup changé, beaucoup évolué dans les derniers mois. Et donc, on va faire un point sur ces deux sujets. On parlera également de sujets en matière de transfert des déficits ou d'apport à prix majoré. Là aussi, on a eu des arrêts importants du Conseil d'État qui sont intervenus et qui ont un impact au quotidien dans les opérations avec nos clients entreprises. Si ça vous convient, je vais commencer sur le premier thème. Est-ce que vous voyez bien les slides? Ça fonctionne? Alors, le premier thème que je vous présente est un régime temporaire, donc là qui a été prévu par la loi de finances pour 2022 et qui a instauré un régime temporaire d'amortissement du fonds de commerce. Alors, on n'est pas certain que ce régime aura un succès phénoménal parce que la question de l'amortissement du fonds de commerce n'est pas une question qui est très utilisée, dans la mesure où ça va concerner d'abord sur une période limitée que les acquisitions de fonds de commerce et non pas les créations. Hein. Donc ce sera uniquement les acquisitions de fonds de commerce, donc c'est une situation pas toujours très courante. Et ensuite ça concernera les acquisitions de fonds de commerce entre 2022 et 2025. Donc ça aura un effet temporaire. Si on reprend un petit peu l'historique de ce sujet, comptablement, il a toujours été possible d'amortir le fonds de commerce dans la mesure où il était démontré qu'il y avait une perte de valeur limitée et dans le temps. Et la doctrine comptable admettait qu'on puisse amortir le fonds de commerce à l'inverse de la situation où on a une perte de valeur qui n'est pas irréversible et qui, dans ce cas-là, permettait de passer une provision pour dépréciation. Donc, on reprend les critères qui ont été fixés par la doctrine comptable en matière d'amortissement du fonds de commerce, qui ne sont pas récents. Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un amortissement comptable lorsque les fonds commerciaux à une durée limitée, soit qu'elle est limitée dans son utilisation, soit lorsqu'on ne peut pas déterminer précisément la durée, on a le droit de l'amortir sur 10 ans. Alors, deux précisions importantes. La première, c'est que la loi, aussi bien comptable que fiscale, ne parle pas en réalité de fonds de commerce, qui est une notion juridique, mais elle parle bien de fonds commerciaux. Le fonds commercial, c'est les éléments qui constituent la clientèle, qui sont l'enseigne, le nom commercial et les parts de marché. Le fonds de commerce est plus large que cette notion de fonds commercial. Donc c'est bien le fonds commercial, la clientèle, le nom commercial qui peuvent être éventuellement amortis. La deuxième chose qui est importante, c'est que donc l'amortissement est possible, comme je l'ai dit, si on a une durée limitée d'utilisation du fonds commercial. Alors, cette limitation de durée, elle est en général liée soit à une obsolescence physique, bon, peu probable, mais souvent obsolescence technique ou une obsolescence, disons, juridique. Le cas le plus courant, c'est lorsqu'on a des fonds commerciaux qui sont adossés à une autorisation administrative, par exemple, qui donne une certaine durée
d'utilisation du fonds commercial, et à l'expiration de cette durée, le fonds commercial perdra toute sa valeur. Donc ce sont les situations les plus courantes où la doctrine comptable autorise l'amortissement du fonds de commerce. La nouveauté avec la loi de finances pour 2022, pour soutenir l'économie et les petites entreprises en sortie de crise de Covid et permettre peut-être une fluidité, des acquisitions et des cessions de fonds commerciaux entre les entreprises, une restructuration du tissu économique. Donc le législateur a autorisé de la même façon l'amortissement du fonds commercial. Il en a profité aussi pour inscrire dans la loi le principe d'interdiction. Jusqu'à présent, l'amortissement fiscal du fonds commercial était interdit, mais c'était une interdiction, disons, jurisprudentielle, qui n'avait pas été remise en cause et qui avait été entérinée par la doctrine administrative. Désormais, c'est une interdiction légale, totale, d'amortissement du fonds commercial. Amortissement qui est interdit, sauf temporairement dans le cadre de la loi de finances, c'est-à-dire pour les fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025, il sera désormais possible d'amortir le fonds commercial. Alors, les critères ce sont les mêmes que les critères en matière comptable, c'est que c'est le comptable qui va guider le fiscal. Soit on a des fonds commerciaux qui ont une durée d'utilisation limitée, qui est connue, soit la durée d'utilisation n'est pas connue, on prendra une durée de 10 ans. Et pour les petites entreprises, il a été décidé d'avoir une règle de simplicité, de simplification, qui est que les fonds commerciaux des petites entreprises peuvent être totalement amortis. Donc, ce régime concerne, j'en terminerai par là, toutes les entreprises qui relèvent de l'impôt sur les sociétés, les entreprises qui relèvent des BIC ou des bénéfices agricoles. En revanche, curieusement, le législateur n'a pas autorisé l'amortissement du fonds commercial pour les artisans ou les titulaires de BNC. Voilà, donc c'était un premier sujet qui nous a paru important, peut-être pas fondamental, ça peut-être pas révolutionner la fiscalité des entreprises, mais ça nous paraît intéressant de noter cette mesure temporaire. Deuxième sujet, le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, et donc je laisse Jérôme avancer sur ce sujet. Oui, bonjour. Effectivement, la loi de finances pour 2022 a prévu quelques nouveautés en matière de fiscalité et d'innovation. Et la principale, c'est la création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Alors, ce crédit d'impôt tire en fait son origine de la suppression dans la même loi de finances du doublement des dépenses engagées auprès des organismes de recherche publique qui était prévu dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Donc, dans le cadre du CIR jusqu'à maintenant, les dépenses qui étaient engagées auprès d'organismes de recherche publique bénéficiaient d'un doublement pour favoriser justement le recours à ces organismes publics. En revanche, un certain nombre de plaintes ont été déposées au niveau de la Commission européenne contre ce doublement de plafond, ce doublement de dépenses, notamment en faisant état de distorsion de concurrence, puisque ça favorisait finalement les organismes de recherche publique par rapport à des organismes de recherche privés. Et donc le législateur, avant d'être condamné, a pris en fait les devants, a supprimé ce doublement des dépenses dans le cadre du CIR, mais en contrepartie, pour compenser cette perte de doublement de dépenses, a créé ce nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Alors, ça ressemble beaucoup au crédit d'impôt recherche, mais on va voir que c'est un peu différent du simple montant des dépenses auprès d'organismes publics. Il faut que pour que le crédit d'impôt s'applique, que des dépenses soient engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, donc les ORDC, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, qui sont des organismes qui sont définis par un règlement communautaire de 2014, donc on a une définition assez précise. Ça regroupe grosso modo les organismes de recherche publique qui doivent être agréés par le ministère de l'Industrie et de la Recherche. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'on n'est pas dans une relation de sous-traitance ou de donneur d'ordre comme on pouvait l'avoir dans le cadre du CIR avec les relations avec les organismes de recherche publique. On est maintenant dans un schéma de recherche collaborative. Ça veut donc dire qu'avant
de démarrer les travaux, il faut conclure avec l'ORDC, les entreprises doivent conclure avec l'ORDC un contrat de recherche collaborative qui va définir les tâches de chacun des intervenants, qui va définir la répartition donc, des travaux, qui va supporter les risques d'échec, qui va supporter les moyens financiers, et puis surtout le partage des résultats en cas de succès du projet de recherche. Et plus des choses sur la publication, qui sera autorisée à publier et dans quel cadre. Donc, on est vraiment sur un contrat de collaboration, de recherche collaborative, et non plus sur une relation de sous-traitance et de donneur d'ordre. Les travaux de recherche qui seront réalisés par cet ORDC devront être facturés à leur coût de revient, donc à la pas de marge. On est vraiment dans une démarche de collaboration, de partenariat, et non pas dans une démarche de d'ordre sous-traitance. Le montant maximal des dépenses est 6 millions d'euros par an, qui pourront être engagés dans le cadre du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Et le taux de ce crédit d'impôt est de 40%, taux général, et qui est porté à 50% lorsque ce sont des PME qui engagent ces travaux de recherche collaborative. Donc, un dispositif intéressant qui vient compenser le dispositif du doublement des dépenses du CIR qui était un peu dans le collimateur des différentes procédures. Alors, on a d'autres mesures. Deux mesures d'aménagement sur les jeunes entreprises innovantes, JEI, et sur le crédit d'impôt innovation, C2I. Alors, sur les jeunes entreprises innovantes, ce sont des PME qui investissent au moins 15% de leurs dépenses globales dans des dépenses de recherche. Donc, ça suppose d'avoir effectivement un volume de dépenses de recherche important. Et en contrepartie de ce statut, les jeunes entreprises innovantes bénéficient d'un certain nombre d'exonérations. Les principales sont des exonérations de cotisations sociales sur les rémunérations de leurs chercheurs. Elles peuvent bénéficier sur décision des collectivités territoriales d'exonérations d'impôts locaux, donc taxes foncières, CVAE ou CFE. Et sur le plan fiscal, fiscalité des entreprises, elles bénéficient d'une exonération totale d'impôts sur le premier exercice bénéficiaire et de 50% sur le deuxième exercice bénéficiaire. Alors, le statut GEI était d'une durée de 7 ans, donc c'était pour les entreprises qui avaient moins de 8 ans, et le législateur s'est aperçu qu'un certain nombre de ces sociétés n'avaient toujours pas fait de bénéfice au bout de cette période-là, et donc n'avaient pas bénéficié des exonérations d'impôts sur les bénéfices. Et donc, le statut a été prolongé jusqu'à 10 ans. Donc, c'est les entreprises de moins de 11 ans qui peuvent bénéficier. Ça ne vise effectivement, que l'impôt sur les bénéfices. Et donc, les entreprises pourront bénéficier de ces deux exercices exonérés sur une période maintenant de 10 ans au lieu de 7 ans auparavant. On a aussi des aménagements sur le crédit d'impôt innovation. Ce crédit d'impôt innovation était d'application temporaire. Il a été reconduit pour 2 ans jusqu'au 31 décembre 2024. Il s'applique pour les PME uniquement et pour les dépenses qui visent à réaliser des opérations de conception de prototypes ou d'installation pilote, donc des dépenses d'innovation à distinguer des dépenses de recherche qui sont, elles, visées par le crédit d'impôt recherche. Les dépenses qui sont prises en compte dans ce crédit d'impôt innovation sont à peu près identiques à celles du crédit d'impôt recherche. Ce sont évidemment les dépenses de personnel, les amortissements des actifs qui sont utilisés dans le cadre de ces travaux d'innovation. Et puis, on avait des dépenses
de fonctionnement qui étaient calculées forfaitairement, comme dans le cas du crédit d'impôt recherche. La loi de finances a supprimé ces dépenses de fonctionnement forfaitaire de l'assiette du crédit d'impôt innovation, mais en contrepartie a relevé le taux de ce crédit d'impôt qui passe de 20% à 30% en métropole et dans les DOM de 40 à 60% pour justement compenser la suppression de ces dépenses de fonctionnement calculées forfaitairement. Voilà pour les principaux aménagements en matière de fiscalité d'innovation. Bonjour à tous. Alors, je crois qu'il y avait une question en matière de fiscalité d'innovation qui a été coupée. Peut-être que le plus simple, c'est de poser vos questions par écrit sur le Teams et on rassemblera les questions en fin de présentation pour pouvoir y répondre. Ce sera plus efficient, je pense. Donc, autre mesure notable de la loi de finances en matière de fiscalité internationale cette fois-ci, la réforme du régime des retenues à la source. Vous savez qu'il y a deux principaux revenus qui sont soumis à retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un résident de France à une personne physique ou une personne morale non résidente. Il s'agit des dividendes, bien entendu, mais également des revenus non salariés. Alors, ces revenus non salariés, c'est une catégorie un peu fourre-tout qui est édicté à l'article 182B du Code général des impôts. Ça recoupe essentiellement les revenus de prestations non commerciales qui sont rendues en France par encore une fois des personnes non résidentes, mais ça recouvre également les revenus de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle. Et enfin, ça recoupe de manière assez générale les revenus ou les rémunérations de prestations de services qui sont fournies ou utilisées en France. Et en dernier recours, ça recoupe les revenus liés à des prestations sportives qui ont été effectuées en France. Alors, c'est retenu à la source pour ces deux catégories principales de revenus étaient traditionnellement en France calculés sur un montant brut, ce qui crée en fait une discrimination pour notamment les personnes morales qui bénéficiaient de ces revenus et qui étaient implantées dans un État de l'Union européenne, puisque contrairement aux résidents de France qui perçoivent de similaires revenus, les personnes morales étrangères ne peuvent pas déduire de l'assiette de cette retenue à la source un certain nombre de charges qui sont relatives à l'acquisition ou à la conservation de ces revenus. Donc, on a eu en fait une salve d'arrêts du Conseil d'État dernièrement qui sont venus confirmer que la discrimination était bien qualifiée. Raison pour laquelle le législateur a modifié le régime de ces retenues à la source pour prévoir la possibilité, ou en tout cas pour réserver la possibilité aux bénéficiaires des revenus de source française, bénéficiaires étrangers, d'appliquer une retenue à la source sur une base nette, encore une fois, des charges ou dépenses qui sont encourues pour l'acquisition ou la conservation de ces revenus. Alors, ce calcul de la base nette est un petit peu différent et les modalités d'application de restitution de la retenue à la source sont un petit peu différentes s'agissant des dividendes d'un côté et des rémunérations de prestations de services non commerciales de l'autre. S'agissant des dividendes, de manière assez classique, en fait, le bénéficiaire des dividendes pourra, par le biais d'une réclamation contentieuse adressée au service des impôts des non-résidents, pourra faire valoir dans les 2 ans à compter jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année de distribution des dividendes, pourra faire valoir, je dirais, l'existence, ou en tout cas qu'il a supporté des charges liées à ces dividendes et donc lui permettre une restitution d'une partie de la retenue à la source qui aurait été pratiquée à hauteur de ces charges et dépenses. Pour les revenus non salariaux, et donc c'est les revenus de la catégorie fourre-tout que je citais tout à l'heure,
là, il y a une application directe qui est faite d'un abattement forfaitaire de 10%, un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui pour les revenus salariaux en France. Donc, il y a la retenue à la source de l'article 182B s'applique après abattement forfaitaire de 10%. Et bien entendu, si la personne qui bénéficie de ces revenus peut justifier qu'elle a supporté des charges ou dépenses afférentes à ces revenus d'un montant supérieur à cet abattement forfaitaire de 10%, elle pourra là encore par voie de réclamation déposer dans le même délai, donc 31 décembre de la deuxième année qui suit le versement de ces rémunérations, elle pourra faire valoir, demander une restitution de la retenue à la source à due proportion. Dernier point d'aménagement sur la retenue à la source, vous vous souvenez peut-être que le législateur avait introduit dans la loi de finances pour 2020 la possibilité pour les sociétés ayant subi une retenue à la source, donc sociétés étrangères, mais qui sont en situation déficitaire, donc qui n'ont pas la possibilité d'utiliser le crédit d'impôt qui est relatif à cette retenue à la source, ces sociétés-là pouvaient demander une restitution de la retenue à la source et un report de cette retenue à la source tant qu'elles sont déficitaires en souscrivant une déclaration spéciale dans les 3 mois de leur clôture auprès du service des impôts des non-résidents. Donc cette déclaration doit en fait permettre de justifier qu'elles sont déficitaires dans leur état d'implantation, de résidence. Et donc, le législateur a prévu un assouplissement des délais de dépôt de cette déclaration par la société étrangère déficitaire, dans la mesure où, auparavant, donc, comme je disais, on avait 3 mois à compter de la clôture de la société bénéficiaire pour déposer cette déclaration. En fait, on s'est rendu compte que c'était trop court. Donc, le législateur a prévu de se caler sur la durée de réclamation, qui est donc de 2 ans, comme je le disais tout à l'heure. Pour ce qui est des déclarations qui sont déposées successivement annuellement après restitution de la retenue à la source pour permettre un report en fait d'année en année tant que la société est déficitaire de cette retenue à la source, la société déficitaire étrangère dispose aujourd'hui d'un délai de 6 mois au lieu de 3 mois comme auparavant. Voilà donc pour ce qui concerne la réforme du régime des revenus à la source en France. Alors, il y a également une toute petite réforme qui n'est pas dans les slides, mais je la cite juste pour mémoire, une réforme du carry-back, parce qu'aujourd'hui on utilise pas mal le carry-back, c'est compte tenu de la conjoncture. Le législateur, vous vous souvenez peut-être, avait prévu qu'on ne pouvait pas, donc le carry-back, je rappelle que c'est le report d'un déficit d'un exercice N sur un bénéfice qui aurait été réalisé au cours de l'exercice N-1. Donc report sur un bénéfice qui, je vous le rappelle, ne doit pas avoir fait l'objet d'un IS payé par imputation d'un crédit d'impôt. Donc ça, c'était une réforme assez récente précédente. Je dirais le petit complément de réforme de la loi de finances pour 2022 vient du fait que le législateur interdit dorénavant le carry-back, donc la restitution d'un IS, lorsque le carry-back s'effectue sur des bénéfices qui ont donné lieu à une réduction d'IS, réduction d'impôt. Donc ça concerne essentiellement les réductions d'impôts sur les sociétés liées au mécénat. Voilà, c'est la principale mesure de réduction d'impôt. Après, il y a des micro-mesures, mais qui sont beaucoup plus accessoires. Voilà, donc petite restriction du régime du carry-back. Voilà, donc je pense qu'on en a fini pour la présentation des mesures principales. Vous avez vu qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur cette loi de finances pour 2022 pour les entreprises. Il y a d'autres mesures, mais qu'on a choisi de ne pas présenter puisqu'elles nous semblaient moins pertinentes. On a préféré donc se focaliser, comme disait François, sur une actualité jurisprudentielle qui est plus intéressante. Et on va commencer par l'actualité en matière de private equity, puisque là, plusieurs décisions intéressantes concernent la pratique de ce secteur. Oui, c'est ça, voilà. Merci, Pierre-Michel. Donc, on quitte sur la loi de finances et puis on revient sur l'actualité jurisprudentielle 2021.
Et l'un des grands sujets qui a beaucoup animé les praticiens en 2021, ça a été la réforme, voilà, enfin, la jurisprudence relative au management package. Donc, il y a eu 3 arrêts au mois de juillet 2021 qui ont un peu rebattu les cartes sur la notion de management package et avec lequel on doit désormais composer. On a d'ailleurs fait au cabinet une conférence en novembre 2021 sur ce sujet-là spécifiquement. On pourra vous transmettre les slides également, le support de cette conférence. Le contexte est le suivant, c'est que en matière de management package, donc d'outils d'intéressement des managers et des dirigeants d'entreprise, notamment dans le cadre de LBO, la jurisprudence et les avis du comité d'abus de droit avaient peu à peu établi des règles qui semblaient à peu près claires pour tout le monde. Règles selon lesquelles, si on avait des packages, donc des outils d'intéressement des managers qui étaient trop corrélés à la situation de manager, dans lesquels le manager n'investissait que très peu d'argent, dans lesquels l'aléa était quasiment inexistant, situation dans laquelle le manager était à peu près sûr de gagner un multiple de son investissement de départ. Bref, pour résumer, si le manager ne se comportait pas comme un actionnaire en plus de son rôle de salarié, et s'il y avait une confusion des genres, il y avait une requalification qui était faite par l'administration fiscale et par la jurisprudence. Bon. Donc on était à peu près confortable, parce que la règle a beaucoup évolué aussi bien au plan fiscal qu'au plan social, puisqu'il y a des incidences aussi en matière de charges sociales, mais on commençait à avoir à peu près la lumière sur le sujet, c'est-à-dire qu'on savait que si on faisait des outils qui impliquaient une prise de risque par la manager, si on prévoyait un aléa et si on déconnectait, dans la mesure du possible, la fonction de salarié de la fonction d'actionnaire, on pouvait penser que nos régimes, nos mécanismes de management package étaient à peu près acceptables. Néanmoins, dans un arrêt d'assemblée plénière, donc c'est-à-dire du Conseil d'État dans sa formation la plus solennelle, dans 3 arrêts du 13 juillet 2021, le Conseil d'État a un peu changé les règles, un peu rebattu les cartes et un peu troublé toute la place, en exigeant désormais que la manière dont on devait lire désormais les management packages, c'était une lecture qui devait se faire en 3 temps, au moment de l'octroi du package, au moment de l'utilisation de l'outil de management package et au moment de la sortie. Je vais y revenir. La manière dont on peut résumer la question des management packages au travers de ces 3 arrêts du Conseil d'État de 13 juillet 2021, c'est que désormais, le Conseil d'État pose un principe, dès lors qu'il existe un avantage financier au profit du bénéficiaire du management package, donc le salarié ou le dirigeant, et que cet avantage financier trouve sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonction de dirigeant ou de salarié, eh bien, dans ce cas-là, le gain n'est plus qualifié de plus-value, est taxable en plus-value au taux de 30%, la flat tax, mais doit être qualifié en salaire et donc soumis à l'impôt sur le revenu, au barème progressif, avec les tranches pouvant atteindre 45%. Donc l'enjeu est très important, puisqu'évidemment, on double le montant de l'impôt exigible. Et donc si on reprend la définition qui a beaucoup perturbé les praticiens, c'est que on nous parle d'un avantage financier, donc je pense que c'est important d'avoir cette notion d'avantage, c'est-à-dire que il faut bien considérer si le dirigeant ou les managers ont un avantage supplémentaire par rapport à un autre salarié lambda de la même entreprise, c'est important. Donc l'avantage doit être financier, qui doit se résoudre en revenus, en rémunération, en profit, et trouve sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonction de dirigeant de salarié. Et alors là, ça a été aussi un grand moment d'interrogation, puisque par nature, nos managers, ils sont dirigeants ou ils sont salariés, donc fallait-il comprendre cette phrase comme tous les dirigeants et tous les salariés, dès lors qu'ils sont dirigeants salariés et qu'ils ont management package, doivent voir leur gain requalifié en salaire, ou doit-on estimer que c'est la fonction de dirigeant de salarié qui permet d'avoir cet avantage, c'est-à-dire qu'un salarié lambda n'aurait pas accès à ce management package, parce qu'il n'est pas parmi les happy few qui bénéficient de ce management package. Par contre,
ceux qui sont dirigeants ou les plus hauts managers, parce qu'ils ont cette fonction, ont accès à cet avantage, à ce programme de Management Package, et c'est le lien qui existe entre l'avantage financier et la fonction de dirigeant. Alors, pour l'instant, les arrêts datent de juillet, l'administration fiscale n'a pas pris position. On l'a entendu lors de conférences entre professionnels de la fiscalité. L'administration essaie d'être rassurante. Néanmoins, on voit qu'elle a un outil qui est fort désormais pour requalifier, probablement un peu vite, les Management Package. Donc ce qu'on sait, c'est que désormais, le critère du risque, c'est-à-dire l'investissement qui est fait par le manager, même si cet investissement est important, même si cet investissement peut représenter 6 mois ou 1 an de rémunération, l'aléa qui existe sur l'espérance d'avoir un gain ou pas, les différents critères qu'on pensait être des critères qui permettaient de fonder le package, désormais, ces critères sont toujours utiles, mais ils ne sont plus suffisants pour requalifier un management package ou éviter la requalification. Donc, le Conseil d'État a fixé dans ces 3 arrêts 3 temps qui doivent être désormais examinés de façon autonome, et chacun des temps peut donner lieu à une fiscalité, et fiscalité qui va avoir lieu non pas au dénouement du management package, en général à la fin du LBO, mais cette fiscalité, ces 3 gains vont être taxés au fur et à mesure de leur réalisation. Le premier gain, c'est le gain d'acquisition, c'est-à-dire situation dans laquelle il y aura un écart de prix entre le prix payé par le manager, un prix préférentiel payé par le manager pour l'acquisition de l'instrument, du Management Package, et la valeur réelle de cet instrument. Alors, l'instrument, ça peut être des BSA, ça peut être des options, ça peut être aussi des actions gratuites, sachant que les actions gratuites et les stock options sont pour l'instant des mécanismes qui sont légaux et donc pour lesquels on pense qu'on peut être tranquille, c'est-à-dire qu'on peut continuer à développer ces outils sans avoir peur de requalification. En revanche, tout autre instrument qui serait offert à prix préférentiel à un manager ou un dirigeant, préférentiel par rapport à sa valeur réelle, sa valeur objective, constituerait un gain d'acquisition, gain qui serait taxé au moment du bénéfice de ce gain. Alors même que notre manager, par définition, bénéficie de ce gain, mais n'a pas le cash puisque l'opération ne s'est pas dénouée. Donc c'est le premier temps. Deuxième temps, c'est le gain d'exercice, c'est-à-dire qu'au moment où le manager va pouvoir exercer le bon, exercer l'option, exercer l'outil de Management Package, si cet exercice est fait à un prix préférentiel, encore une fois, par rapport à la valeur du sous-jacent, qui est en général l'action, dans ce cas-là, on a un nouveau gain qui est un gain d'exercice et qui va être taxé au moment de l'exercice de ce gain. Et puis enfin, il y a le troisième temps qui est le gain de cession. Le gain de cession, c'est le moment où le manager va céder les actions ou va céder l'outil de Management Package et qui va en général donner lieu à une plus-value et donc sera taxé. Donc l'administration fiscale nous dit, plutôt la jurisprudence, l'administration fiscale n'a pas encore pris position tout à fait très clairement sur ce sujet, sur cette jurisprudence, mais la jurisprudence nous dit, désormais, il faut regarder 3 temps, 3 gains avec 3 fiscalités qui sont autonomes et qui donnent lieu à requalification en salaire et non plus en plus-value si on considère qu'il y a une anormalité dans les valeurs. Oula, c'est quoi ces pauses ? Alors, le point important, et c'est ce qui nous a été aussi confirmé par l'administration fiscale et par le rapporteur public sous les arrêts de juillet 2021, c'est que, évidemment, il n'y a pas d'automaticité. Évidemment, l'administration fiscale devra apporter la preuve de ce que les gains d'acquisition, d'exercice ou de cession sont offerts dans des conditions anormales, privilégiées pour certains managers par rapport à d'autres. Et donc, l'administration fiscale va devoir apporter un certain nombre d'indices, c'est la méthode du faisceau d'indices, pour démontrer que notre manager bénéficie de cet avantage. Et donc, on doit pouvoir construire et continuer à établir des management packages, mais en étant prudent à l'avenir, en essayant, dans la mesure du possible, de plus en plus décorréler l'avantage qui est offert au manager par rapport aux performances des investisseurs. Hein. On pense qu'il y a une nécessité, dans les packages qu'on va devoir construire à l'avenir,
de décorréler, dans la mesure du possible, la performance des investisseurs de la performance des managers. Alors, c'est pas toujours facile à dire et à entendre, puisque c'est un peu aussi le principe même du base package dans le cas des LBO, c'est qu'il y a un alignement des intérêts, mais cet alignement des intérêts entre les investisseurs et les managers, on voit que il peut être compliqué à l'avenir, à la lumière de cette jurisprudence, parce que ça peut être un critère de requalification des gains en salaire. De la même manière, on doit pouvoir réfléchir à ne plus conditionner la présence du manager à l'obtention du gain, dans la mesure où, quand il y a une corrélation trop forte, actuellement la conférence. Une corrélation trop forte entre la présence du manager et l'obtention du gain, eh bien, on voit bien que les choses sont très liées et que l'avantage est lié au rôle de manager. Donc, voilà, c'est des arrêts qui ont été importants, qui ont beaucoup secoué la pratique, et sur lesquels on va être très attentif à l'avenir, et on vous tiendra au courant sur l'évolution et sur la manière dont on va devoir à la fois construire nos futurs packages, et peut-être d'ailleurs revoir aussi nos packages du passé à la lumière de ces arrêts. Je passe la parole maintenant à Pierre-Emmanuel pour la déductibilité des charges financières. Alors, autre jurisprudence importante en matière notamment de rachat d'entreprise, LBO, private equity, etc. Et c'est un petit peu un serpent de mer depuis un peu plus d'une dizaine d'années où le régime a été introduit. Donc vous savez que les charges financières font l'objet de plusieurs limitations dans le cadre des LBO, pour le dire largement. Et la limitation principale a trait la limitation au plafonnement du taux d'intérêt. Donc il y a un taux d'intérêt maximum légal déductible qui est dicté par le Code général des impôts, qui s'applique aux avances faites par les associés à l'entreprise, aux holdings de rachat. Ce taux, vous savez qu'il est très bas. Et donc, le législateur a introduit une petite souplesse à l'article 212 du Code général des impôts, souplesse qui permet à l'entreprise emprunteuse de justifier de l'existence d'un taux de marché duquel elle se rapprocherait pour pouvoir déduire des charges financières à un taux plus élevé que le taux maximum des intérêts déductibles. Alors, pendant longtemps, ce taux de marché, on ne savait pas trop bien comment ni le justifier, ni comment l'apprécier. Au départ, on se demandait s'il fallait avoir des cotations en bonne et due forme de banques ou d'organismes financiers indépendants sur les prêts que l'on souhaitait mettre en place pour justifier ce taux de marché. Donc, on essayait d'obtenir ces cotations, mais c'était jamais facile puisque l'administration refusait des cotations qui n'étaient pas binding, entre guillemets, pour les établissements bancaires et signées en bonne et due forme. Du coup, la jurisprudence de fil en aiguille s'est emparée du sujet et a essayé de tirer des conditions, des modalités, des traits, des caractéristiques permettant aux contribuables de justifier d'un taux de marché. Alors, selon le principe général, le taux doit être apprécié eu égard aux caractéristiques propres de la société, et donc, par caractéristiques propres, on entend principalement son profil de risque, d'où l'intérêt je dirais, des études de notes de crédit des sociétés. Mais il faut également se fier aux caractéristiques propres du prêt, puisque on ne peut comparer que ce qui est comparable. Et donc, il faut aller regarder les garanties qui sont offertes aux prêteurs. Il faut regarder la durée, il faut regarder l'état du sous-jacent, etc., etc. Il y a eu plusieurs arrêts qui ont été rendus par le Conseil, d'abord par les juridictions de première et deuxième instance, qui étaient plutôt libérales et qui ont permis, je dirais, une souplesse dans la preuve et la justification des taux de marché. Et le Conseil d'État lui-même a apporté depuis 2019, au travers de 3 arrêts notoires de la simplification, en tout cas de la facilitation dans la justification de ce taux de marché. Et dernièrement, donc tout à la fin de l'année 2021, on a eu 2 nouvelles jurisprudences qui sont venues
essayer de cerner un petit peu cette dialectique de la preuve. La première, une jurisprudence qui n'a pas donné raison au contribuable, mais qui a apporté un éclairage spécifique sur ce qu'on appelle les comparables internes, c'est-à-dire est-ce que le fait que j'ai une filiale qui a emprunté sur le marché bancaire à un taux X me permet, moi, société mère, de pouvoir emprunter à l'intérieur du groupe à un taux identique. Alors, la Cour d'appel de Paris a indiqué que non dans l'espèce qui lui a été soumise, dans la mesure où les caractéristiques des sociétés, donc de la société holding qui a emprunté à l'intérieur du groupe, et les caractéristiques de sa filiale, donc c'était en l'occurrence une SCI qui avait souscrit un prêt hypothécaire, les caractéristiques des deux sociétés étaient très différentes. Premièrement. Deuxièmement, la Cour d'appel a relevé que les montants empruntés étaient eux-mêmes très différents, puisque la holding avait emprunté 2 millions, tandis que sa filiale avait emprunté 500 000 €. Et enfin, le sous-jacent lui-même, donc l'objet du prêt, était très différent, puisque, encore une fois, la holding voulait emprunter pour acheter des titres de société, tandis que sa filiale avait emprunté pour acheter un bien immobilier. Par ailleurs, la société holding indiquait que son taux devait nécessairement être plus élevé que le taux du prêt bancaire souscrit par la SCI, dans la mesure où elle n'avait offert aucune garantie à sa société prêteuse interne au groupe. La Cour d'appel de Paris, sur ce dernier argument, a indiqué que, en fait, la société holding ne justifiait pas en quoi l'absence de garantie devait lui permettre de déduire des intérêts à un taux plus élevé. Elle l'a donc débouté de toutes ses demandes. Donc ça, c'est un premier éclairage par rapport aux comparables internes qu'on peut utiliser. Un deuxième éclairage intéressant sur un arrêt très récent du Conseil d'État du 29 décembre 2021 concerne, je dirais, les modalités d'appréciation du profil de risque de la société emprunteuse. En l'occurrence, il s'agissait d'une holding qui avait emprunté à l'intérieur du groupe et qui avait établi 2 études assez solides pour justifier son taux du taux d'intérêt qu'elle avait supporté pour le prêt intragroupe. Elle avait fait une première étude de credit rating assez structurée selon la méthodologie développée par l'agence de notation Moody's. Et sur la base de sa note de crédit, donc de la note de crédit qu'elle avait déterminée, elle avait fait une recherche de comparables sur le marché obligataire. Et vous savez que depuis peu, le Conseil d'État a admis que, en dernier recours, on pouvait se référer pour déterminer le taux de marché au marché obligataire si un emprunt obligataire est une alternative possible pour l'entreprise, une alternative au prêt intragroupe. Et donc, elle avait, de cette première étude de credit rating et de recherche de comparables sur le marché obligataire, elle en avait dérivé une fourchette de taux au sein de laquelle elle avait situé son propre taux d'intérêt pour son prêt intragroupe. Elle a effectué une deuxième étude qui était une étude de benchmark de prêt bancaire cette fois-ci, de sociétés donc, qui avaient emprunté sur le marché bancaire et qui avaient une note de crédit qui était soit la même que la sienne, soit un cran au-dessus ou un cran en dessous. Et là, le Conseil d'État a apporté, donc l'administration avait bien entendu écarté ces deux études en indiquant que d'une part, elle avait, je dirais, déterminé son profil du risque de façon consolidée, donc en prenant en compte les données financières des sociétés, de ses filiales qui lui étaient consolidées. Et puis deuxièmement, l'administration fiscale avait indiqué que dans le panel des comparables bancaires que l'entreprise avait rassemblé, il y avait un certain nombre de sociétés qui étaient de secteurs d'activité distincts. Il y a un micro. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, le Conseil d'État a donné 2 précisions qui sont très utiles. La première, c'est que
pour déterminer le profil de risque de la société emprunteuse, on peut bien entendu prendre en compte les données financières consolidées, puisque ces données sont représentatives du patrimoine financier de la société et par conséquent, sa solvabilité. Donc ça, c'est une première précision qui nous semble digne d'être mentionnée. La deuxième est que le fait que des entreprises rassemblées au sein d'un panel de comparables soient de secteurs d'activité distincts n'est pas en soi un motif de rejet du panel. Deuxième série d'arrêts sur la déductibilité des charges financières. Cette fois-ci, on a un arrêt qui concerne une question qui est assez crucial en matière de LBO, lorsqu'on a plusieurs investisseurs qui se coalisent au sein d'un holding de rachat et qui estiment qui contrôlent conjointement la société cible et donc le holding de rachat plus directement, pardon, et qui, lorsqu'ils ont fait des avances au holding de rachat, estiment qu'ils ont en fait qu'ils exercent un pouvoir de décision conjoint sur cette société, de sorte qu'ils peuvent bénéficier de la justification du taux de marché, qui, encore une fois, je vous le rappelle, ne s'applique que lorsque les prêts intragroupes sont consentis entre entreprises liées. Et on entend par entreprises liées des entreprises qui soit détiennent la majorité du capital de la société emprunteuse, soit exercent en fait un pouvoir de décision au sein de la société emprunteuse. Alors cette décision de la Cour d'appel de Versailles est cruciale, puisque la pratique de place aujourd'hui consiste à dire que des investisseurs qui sont en contrôle conjoint sur un holding de rachat peuvent avoir accès à ce taux de marché, puisque peuvent être considérés comme étant entreprises liées de l'emprunteuse. En l'occurrence, la Cour d'appel de Versailles a, semble-t-il, admis implicitement ce principe, mais en rejetant ici la demande du contribuable, puisque le contribuable n'a pas réussi à prouver qu'il y avait contrôle conjoint, dans la mesure où la Cour d'appel est redescendue dans l'architecture des pactes d'associés pour démontrer qu'en fait, il y avait un contrôle exclusif de l'un des actionnaires et que donc l'autre actionnaire minoritaire qui s'estimait conjoint ne pouvait pas, que les OC qu'il avait souscrites n'ouvraient pas droit à la déductibilité au taux de marché. Donc cet arrêt est probablement le plus important, je pense, dans tous ceux qu'on vous présente sur les charges financières aujourd'hui. Il faudra être vigilant à ce que dit le Conseil d'État si cet arrêt est frappé de pourvoi. Et j'ignore aujourd'hui s'il y a un pourvoi qui était formé sur cet arrêt. Le deuxième arrêt qu'il convient de relever, mais très rapidement, a trait à notre bien-aimé amendement Charras et a, je dirais, apporté un éclairage sur la notion de contrôle conjoint. Et vous savez que l'amendement Charras fait référence pour la définition du contrôle à l'article L233.3 du Code de commerce, qui lui-même inclut dans son corpus de définition du contrôle le contrôle conjoint. En l'occurrence, l'apport principal de cet arrêt consiste à indiquer que l'administration ne peut pas s'arrêter à la seule démonstration d'une action de concert, mais elle doit aller vérifier dans les faits si cette action de concert a conduit les concertistes à déterminer conjointement les décisions prises en Assemblée générale. Donc le Conseil d'État invite l'administration à aller véritablement regarder comment se sont comportés en AG les concertistes supposés. Voilà ce que l'on peut dire pour les arrêts qui concernent le private equity. On va passer maintenant assez rapidement à des arrêts qui ont trait cette fois-ci plus à la restructuration de groupes de sociétés soumis à l'IS. Merci Pierre-Emmanuel. Effectivement, on va regarder l'état de la jurisprudence en matière de transfert de déficit, puisque vous savez que dans les opérations de réorganisation, donc fusion et apport partiel d'actifs principalement, il est possible d'obtenir le transfert des déficits de la société absorbée
ou de la branche apportée au bénéfice de la société absorbante ou de la société bénéficiaire des apports, qui vont donc pouvoir continuer à imputer ces déficits sur les bénéfices qui seront réalisés par la nouvelle entité. Il y a plusieurs conditions pour bénéficier de ce transfert de déficit. C'est un déficit sur agrément de l'administration fiscale, sauf pour des déficits qui sont inférieurs à 200 000 €, mais l'essentiel se fait par agrément. Il faut que l'opération soit placée sous le régime de faveur fiscale, qu'il n'y ait, ça c'est la condition principale, pas de changement, qu'il n'y ait pas eu de changement significatif de l'activité à l'origine des déficits, que ces déficits ne proviennent pas d'une activité de gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, et ensuite que la société bénéficiaire de l'apport ou absorbante s'engage à maintenir pendant 3 ans l'activité qui a été transférée, pendant au moins 3 ans. Donc on a repris quelques jurisprudences qui viennent éclairer notamment cette notion qui n'est pas toujours très claire d'absence de changement significatif de l'activité à l'origine des déficits. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va regarder juste 2 arrêts. Le premier qui est l'arrêt du Conseil d'État du 2 avril 2021, Alliance Négoce, où l'affaire était la suivante. Dans le cadre d'une opération de fusion, la société absorbée avait en fait externalisé l'ensemble de ses moyens personnels et moyens de production auprès de sociétés du groupe ou auprès de tiers. Donc elle avait quasiment plus aucun moyen, mais elle avait fait cette opération d'externalisation dans le but de maintenir son volume d'activité. C'était une activité d'achat-revente, et donc elle avait bien maintenu son activité liée à l'achat-revente. Par contre, tous ses moyens avaient été externalisés. Donc l'administration avait dit, il y a un changement significatif de votre activité, donc les déficits ne sont pas transférables. Le Conseil d'État a considéré que dans ce cas-là, les déficits étaient bien transférables parce que les moyens externalisés, c'est simplement une autre manière d'exercer l'activité. L'activité en elle-même n'avait pas été modifiée puisque le volume de chiffre d'affaires était conservé, maintenu. Donc une appréciation plutôt souple de la part du Conseil d'État par rapport à la position souvent plus restrictive de l'administration fiscale. Le deuxième arrêt intéressant, qui est l'arrêt de la Cour administrative d'appel à Paris du 8 juin 2021, Sopra Steria Group, qui concerne les holdings. L'administration fiscale, qui se base sur une lecture très littérale du texte, avait considéré par principe que les holdings ne pouvaient pas bénéficier de la procédure de transfert des déficits sur agrément parce que le texte prévoyait que cette procédure n'était pas ouverte pour les activités de gestion de patrimoine immobilier et notamment pour les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières. Donc l'administration était partie de cette interprétation du texte en disant toutes les holdings qui sont en fait des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières ne sont pas éligibles à la procédure de transfert des déficits sur agrément. Et la Cour administrative d'appel de Paris a fait une analyse beaucoup plus fine en disant tout dépend en fait de l'activité qui est exercée au sein de la holding. Et lorsqu'on a des holdings animatrices, par exemple, ou des holdings qui exercent une autre activité que la simple gestion de leur participation financière, les déficits qui proviennent de ces activités, activités d'animation ou activités autres, sont tout à fait transférables dans le cadre de la procédure de transfert des déficits sur agrément. Donc, les holdings ne sont pas exclus par principe, il faut regarder l'activité qui est réellement exercée par ces holdings pour savoir si les déficits sont transférables ou non. Voilà pour les quelques jurisprudences en matière de transfert de déficit. On a une jurisprudence intéressante aussi sur la problématique assez régulière de transactions à prix minoré ou majoré. Pour rappel, le Conseil d'État avait pris une décision de principe en 2001, l'arrêt Théron, qui avait prévu que lorsqu'une société acquérait des titres à prix majoré, elle accordait un avantage au cédant qui doit être qualifié en libéralité. Et donc, comme c'est un désinvestissement de la part de la société, il fallait traiter ce désinvestissement, cette libéralité, comme une distribution occulte de bénéfices. Et donc, le cédant devait être taxé à hauteur de cette libéralité qualifiée de distribution occulte. La question se posait de savoir est-ce que cette jurisprudence Théron pouvait être transposable dans le cas des apports.
on n'a pas un prix qui est payé, mais on a une rémunération qui est faite en titres. Et donc, en 2018, le Conseil d'État s'était prononcé dans un arrêt CRS sur un apport dont la valeur avait été volontairement minorée. Et dans ce cas-là, le Conseil d'État avait considéré que la société bénéficiaire avait bénéficié d'un avantage puisqu'elle avait acquis des titres, c'était encore un apport de titres, des titres à un prix minoré, alors que ces titres valaient plus cher, donc elle s'était enrichie, et cet avantage devait être taxé au niveau de la société. Le Conseil d'État n'était pas allé plus loin dans ce raisonnement pour savoir si indirectement les associés n'étaient pas eux aussi avantagés dans le cadre de cet apport à prix minoré. Cette année, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur un apport à une valeur majorée. Donc la question était de savoir si on appliquait là aussi le même raisonnement que la jurisprudence Théron ou la jurisprudence CRS par mécanisme inverse. Et le Conseil d'État a considéré que lorsqu'on fait un apport à une valeur majorée à une société, l'apporteur n'est pas bénéficiaire d'une libéralité taxable parce qu'en réalité, il apporte des titres à une valeur majorée, mais il reçoit des titres qui ont aussi la même valeur majorée. Donc, en réalité, à partir du moment où il n'y a aucun appauvrissement pour la société bénéficiaire des apports, il n'y a pas non plus d'enrichissement pour l'apporteur puisqu'il reçoit des titres qui finalement sont surévalués, mais c'est de la monnaie de singe, mais en termes de valeur réelle, il n'y a pas de modification. Donc, il n'y a a priori pas de conséquences fiscales sur les apports à prix à valeur majorée. Ça ne vaut toutefois que dans le cas où la société bénéficiaire de l'apport n'a qu'un seul actionnaire, l'apporteur. Si on a d'autres actionnaires, l'apport à un prix majoré revient en fait à reluer l'apporteur au capital, à lui donner une part de capital plus importante. Et donc, si les actionnaires existants ont approuvé l'apport et que l'administration arrive à démontrer une intention libérale de ces actionnaires-là, elle pourrait requalifier l'opération en donation indirecte, puisqu'en fait, les associés existants ont consenti un avantage à l'apporteur à prix majoré, puisque cet apporteur aura droit à une part plus importante dans le capital que ce qu'il aurait dû si l'apport avait été fait à la valeur réelle. Donc, c'est toujours des opérations sur lesquelles il faut faire très attention lorsque l'on fait des transactions à des prix qui s'écartent significativement de la valeur réelle. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette jurisprudence. Alors, pour avancer et terminer, on ne pouvait pas ne pas parler d'abus de droit, hein, puisque c'est un des sujets préférés des fiscalistes. Donc, on a retenu un arrêt de mai 2021 en matière d'abus de droit qui est assez intéressant et qui concerne le régime Murphy et l'abus de droit. Donc, le régime Murphy, comme vous le savez, c'est le régime qui permet à la société mère qui reçoit des dividendes de sa fille de ne pas être imposée sur ces dividendes, ou en tout cas de ne pas être imposée à hauteur de 95%, et de n'être imposée que sur une assiette de 5%. Le régime Murphy est un régime assez ancien. Le Conseil d'État, lorsqu'il a dû examiner et rendre son arrêt au mois de mai 2021, a repris l'historique et le fondé, l'objectif du régime Murphy. Et donc, c'est un régime qui existe depuis 1920. Et ce régime a pour objet de permettre à la société mère d'aider sa fille dans le développement et de la soutenir dans l'organisation et économiquement. Hein. C'est un régime de faveur qui est accordé à la mère en ne taxant pas les dividendes reçus de sa fille, mais l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir, pour la mère, soutenir sa fille. Et la jurisprudence avait eu l'occasion de juger que dans certaines situations où la mère avait appréhendé la totalité des dividendes de la fille, qui était une société coquille, vide, et ensuite n'avait pas poursuivi l'activité de la fille, c'était des situations abusives. C'est donc l'arrêt Garnier-Choiseul de 2013 qui prévoit que constitue un abus de droit, et c'est important, l'application du régime Murphy dans une distribution massive reçue donc d'une filiale à la mère venant juste d'acquérir les titres de la fille, et la fille avait cessé totalement toute activité, avait liquidé ses moyens, et donc c'était ce qu'on appelle une coquille vide, c'est la jurisprudence des coquillards. Et donc, la question, c'était de savoir si
cette situation de coquillard ou de régime mère-fille un peu abusif, quel était son périmètre et quelle était son étendue. On a un arrêt qui est intéressant parce que on voit dans cet arrêt donc, de mai 2021, Société douaisienne de transport, que dans certaines situations, alors même qu'il y a une acquisition récente, alors même qu'il y a une appréhension immédiate et massive des dividendes de la fille par la mère, le Conseil d'État a considéré, compte tenu des éléments de contexte, qu'il n'y avait pas abus de droit. Donc ici, de la même manière, on a une société qui reçoit une distribution massive d'une filiale dont elle vient acquérir les titres. Les faits sont assez similaires à la jurisprudence Garnier-Choiseul. La filiale était en période en pleine activité à la date d'acquisition et elle a continué à fonctionner, sauf que pour des raisons de restructuration dans le groupe, il a été décidé de transférer le fonds de commerce de la société acquise. Le fonds de commerce a été cédé à une autre société du groupe. On a regroupé les fonds de commerce, c'était dans le secteur du transport, on a regroupé les activités, les fonds de commerce au sein d'une autre société du groupe de transport. Le Conseil d'État donc, a analysé les éléments et a considéré ici, à la différence de l'arrêt précédent des coquillards, que dans la mesure où il y avait une activité qui était poursuivie, que l'activité, elle n'était certes pas poursuivie dans la société acquise, mais l'activité était poursuivie au sein du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État a une analyse groupe pour apprécier s'il y a ou pas abus de droit. Le Conseil d'État considère que même si la mère a prélevé les liquidités de la filiale en franchise d'impôt, ça lui a permis aussi d'acquérir le fonds de commerce, ça lui a permis également de poursuivre cette activité au sein du groupe, et donc il n'y avait pas d'abus de droit. Donc, ce qui est intéressant dans cette jurisprudence donc, de mai 2021, c'est que on comprend que Garnier-Choiseul ne s'applique qu'aux situations d'acquisition de coquilles vides, et donc ça nous laisse un peu d'espoir sur les opérations de restructuration et donc de réflexion sur la manière dont on mène ces opérations. L'opération doit présenter une substance économique, ce qui est ici. Donc, évidemment, le régime mère-fille présente un avantage fiscal, mais pas seulement. Donc, on n'avait pas ce critère fondamental en matière d'abus de droit de but exclusivement fiscal. Il y avait un avantage fiscal, mais pas exclusif. Et enfin, c'est intéressant parce que, comme je vous le disais, le juge a une lecture de groupe, une logique de groupe pour apprécier la substance économique et n'a pas regardé uniquement la situation de la société filiale. Voilà, nous avons terminé, on a à peu près tenu le temps.